On va commencer avec une vidéo d'Histoire Crépue. Si vous connaissez pas, c'est une chaîne YouTube qui parle de colonialisme, de l'histoire des Noirs, de l'Afrique, etc. Super bien, c'est vachement basé. On avait déjà fait des vidéos de lui sur le racisme et la xénophobie qui étaient passionnantes. Et en original, j'aime vraiment bien ce qu'il fait parce qu'il est très pédagogue, il dit les choses de façon carrée, mais on comprend bien. Donc voilà, on perd pas plus de temps. Si vous êtes prêts, on est prêts et c'est parti. Cette année, on fête les 80 ans du massacre de Thiaroye. Pour la première fois, la France reconnaît avoir massacré des tirailleurs. C'est quand même fou. Première phrase, excusez-moi, je mets déjà en pause, mais c'est quand même fou de se dire que ça fait 80 ans et c'est seulement maintenant qu'on reconnaît les tirailleurs. C'est un truc de fou et c'est pareil pour la guerre d'Algérie avec les massacres, etc. Attendre autant de temps et le pire c'est que ça fait débat. Si encore on attendait autant de temps pour dire que tout le monde ait un consensus et que même les droitardés les plus extrêmes ils sont en mode non là j'avoue c'est chaud. À la rigueur, bon, ce serait déjà un minimum positif. Mais non, il y a des Eric Ciotti, il y a des Zemmour, il y a des connards qui sont en mode c'est pas bien, on n'a pas à se lamenter, il faut arrêter de s'auto-flageller. Mais c'est pas s'auto-flageller frérot, c'est juste accepter le fait qu'on a fait de la merde et le dire, c'est tout. Les victimes deviennent enfin des héros de guerre. Mais est-ce vraiment une victoire ? Pour le comprendre, il faut fouiller dans l'histoire des tirailleurs sénégalais, des soldats qui se sont battus contre le nazisme. Oh là là, cette image me terrifie. Vraiment, c'est la colonisation française en une image et la guerre vraiment terrifiante. Parce que tu sais que c'est que les Noirs qui vont mourir au combat là dans cette image. Les deux blancs là qui sont les chefs, tu sais très bien qu'ils vont envoyer les Noirs au casse-pique. Mais qui ont aussi participé à la conquête coloniale française. Ce qui pose une grande question. Les tirailleurs sont-ils des traîtres ou des héros? Bienvenue sur Histoire Crépue, ici on parle d'histoire coloniale dans toute leur complexité. Avant qu'il donne son avis et tout, pour vous, tirailleurs sénégalais d'instinct comme ça, de ce que vous avez en data, traître ou héros? Parce que d'un côté on pourrait se dire, ah ils étaient un peu obligés, tout ça, donc bon, ils avaient pas vraiment le choix, donc plus victime peut-être, ça se trouve c'est ce qu'il va dire. D'un côté on peut se dire, bah ouais mais frérot, d'un côté tu as participé, peut-être malgré toi, mais tu as participé à la colonisation de la France, donc traître. Et d'un côté, ils ont quand même bouté les Allemands hors de la France, etc. Donc héros, peut-être les trois en même temps. Alors pour commencer, les tirailleurs sénégalais, c'est quoi ? L'histoire commence au début du 19e siècle. Les Français sont installés à Gorée et Dakar au Sénégal. C'est là qu'ils organisent la traite négrière et qu'ils stockent les Africains réduits en esclavage. Mais les soldats blancs ont la santé trop fragile pour entrer sur le continent. Alors perso, j'ai entendu les blancs c'est des fragiles, hein, excusez-moi. J'ai entendu blanc égale fragile. Moi, c'est pas pour dire, mais ce genre de xénophobie dégueulasse, ça me dégoûte. Non mais quand c'est à l'Histoire Crépue quoi. Il faut donc recruter des Africains pour les accompagner. Ce travail mal payé n'intéresse pas grand monde, surtout que les Africains ont peur d'être réduits en esclavage par ces Blancs. Mais en 1848, l'abolition change la donne. Les Français vont aller libérer des esclaves africains qui étaient soumis à d'autres Africains de la région. Mais en échange, les affranchis doivent servir les Français pendant 14 ans comme soldats volontaires. Oui, c'est juste un changement de maître. Mais beaucoup d'esclaves de la région vont s'enfuir pour rejoindre les rangs de cette petite unité. Ils ont tout intérêt à servir les Français qui leur promettent la liberté dans 14 ans, plutôt que de rester avec leur maître africain. Oh le choix de merde. Allez, 14 ans, c'est énorme 14 ans, c'est quand même beaucoup. Allez, tu suis les Français 14 ans, après t'es libre. Ouais, bon, le choix est pas ouf hein. En 1852, Louis Faidherbe devient gouverneur du Sénégal. Il arrive à convaincre Napoléon III d'officialiser le corps des tirailleurs sénégalais qui voit le jour le 21 juillet 1857. En 10 ans, Faidherbe va former 8 compagnies qui se lancent à la conquête de l'Afrique de l'Ouest. C'est horrible. La conquête de l'Afrique de l'Ouest n'aurait pas été possible sans les tirailleurs sénégalais. Équipés des armes les plus sophistiquées de l'époque, ils accompagnent Savorgnan de Brazza dans la conquête du Congo, Alfred Dodds au Dahomey, Archinard en Haute-Volta, et ils ne sont pas de simples pions que les Français manipulent. En réalité, les Français ne connaissent pas les royaumes de l'intérieur de l'Afrique. Ils ne parlent pas les langues locales pour négocier ou même pour donner des ordres à leurs soldats. Ils ne connaissent pas le terrain pour monter des stratégies de bataille pertinentes. En gros, les Français n'ont qu'un objectif théorique. Ils veulent conquérir, mais dans la pratique, ils ont besoin de chefs de guerre africains expérimentés
et compétents. En vrai, ils ont délocalisé en fait. Ce qui est horrible avec tout ça, l'esclavage, la colonisation et tout, c'est qu'il y a tellement d'Africains qui ont vendu leurs frères, leurs sœurs, pas littéralement, hein, soyez pas cons, mais qui ont vendu des gens comme eux en fait, des ethnies, évidemment d'autres tribus, d'autres villages, d'autres villes, d'autres pays, mais qui restent noirs également, et ça aurait pu être eux en fait. Et ce manque d'empathie est terrible. Mais bon, quand tu vois que c'est pareil chez les blancs, c'est... Oh là là Les gars qui motivent les troupes en langue locale et qui montent des stratégies pertinentes. Et c'est pour ça qu'ils recrutent des tirailleurs parmi les ennemis des grands rois africains et parmi les captifs en quête de liberté. Partout où ils passent, les Français promettent aux tirailleurs des richesses, du pouvoir. Très vite, des Dahoméens, des Bambara, des Mossi, des Loango rejoignent les tirailleurs. On garde le nom sénégalais, mais vous avez compris qu'ils ne sont pas tous sénégalais. Mais en fait, entre la façon dont ils ont embauché les tirailleurs sénégalais et le fait que même aujourd'hui, bon bah il y a plus de colonies, mais que la France et d'autres pays européens, et pas que, continuent à mettre des pions au pouvoir des pays, de certains pays africains, bah en fait, on n'a pas trop changé la donne, hein. C'est juste la façon de faire qui est différente, mais sinon, le résultat est quasi le même. En plus Alors, hypocrite. il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il y avait plein de conflits politiques en Afrique et les chefs africains comme Mamadou Lamine ou Amadou Tall avaient des ennemis qui avaient de vraies raisons de rejoindre les Français. Ils ne voyaient pas la situation comme une guerre entre les Blancs et les Noirs. Ils ne pouvaient même pas imaginer que les Blancs allaient réussir à installer une domination raciale sur l'ensemble de l'Afrique. Ils défendaient simplement leur intérêt à leur petite échelle. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, hein, ça c'est toujours ça, c'est toujours ça. Et ça c'est le problème quand tu vois qu'à court terme, et peu importe le combat, hein, qu'il soit politique, qu'il soit guerrier, ou peu importe le contexte, faut toujours voir long-termiste et pas court-termiste. Ici, vous voyez des tirailleurs qui dansent et posent fièrement après la capture du grand chef Samori Touré. Mais qu'est-ce qu'ils gagnaient vraiment à servir la France? Sûrement de la thune, déjà. Les récompenses des tirailleurs ne sont pas très glorieuses. En fait, on les laisse piller les villes conquises comme Ségou ou Abomey. Ils peuvent choisir des femmes et se livrer à des carnages qui traumatisent les populations. Ouais, donc comme d'hab en fait, hein, c'est de la bouffe, un peu de thunes si t'en trouves dans les villes et villages, et les femmes, comme d'hab, hein, le nerf de la guerre, ça... D'ailleurs, les troupes de tirailleurs sénégalais sont souvent suivies de nombreuses captives avec leurs enfants. Les tirailleurs sont perçus par les populations africaines comme des mercenaires, des seigneurs de guerre protégés par leurs chefs blancs. Et ça, c'est un point important. Malgré leurs compétences, les tirailleurs ne sont jamais promus officiers. Le racisme est solidement ancré dans l'armée coloniale. Il est inacceptable qu'un noir puisse avoir un grade supérieur à un blanc. On envoie donc de jeunes officiers inexpérimentés censés donner des ordres à des vétérans africains. Oui, en fait, ils donnent aucun ordre, je suis sûr. Ou alors, ils donnent des ordres vite fait en soum-soum. Mais ça, c'est marrant, hein, parce que c'est un peu l'ancêtre du marketing aujourd'hui. Tu sais, ces jeunes qui sortent à 24 ans, 22 ans, 26 ans d'école de commerce et qui sont censés donner des ordres et diriger des équipes de mecs qui ont 50, 60 piges et qui sont bien plus expérimentés qu'eux. Ça me fait un peu penser à ça, mais en pire. La situation est grotesque. Un colon raconte l'histoire d'un jeune sergent fraîchement débarqué de France qui insulte un tirailleur de sale nègre. Le tirailleur lui répond fièrement « Mon ami, prenez garde à vos paroles. Ce sale nègre a autrefois été reçu par le président de la République et souhaite qu'il en aille de même pour vous. » Ce tirailleur s'appelle Mamadou Racine. Il a participé à tous les combats, reçu des médailles. Il a été envoyé en France pour accompagner un des fils de Samori en exil. Pour le récompenser de sa bravoure, Archinard lui a même donné en mariage Ignassa, une des filles du chef Amadou, vaincu par les Français. Pourtant, Mamadou Racine reste le subordonné des Blancs. Il va demander à obtenir le grade d'officier, mais c'est seulement après 23 ans de service et une longue polémique qu'il reçoit enfin le grade de capitaine. C'est le tout premier officier noir des tirailleurs sénégalais. 23 ans pour avoir un grade qui est même plus sûr, même pas l'un des plus hauts. 23 ans. Oh là là, faut de la patience hein, et de la servitude. Mais pour éviter qu'il dirige des Blancs, on lui donne des missions administratives. Évidemment. La leçon est claire, servir les colons ne donne pas accès à l'égalité ni à la reconnaissance. En fait, les tirailleurs sont envoyés en première ligne, et la France n'a même pas besoin de les payer très cher, puisqu'on leur permet de piller. Ils prennent des risques et ils jouent le mauvais rôle auprès des populations africaines. Sur cette une du petit journal, on voit la France qui rend hommage à ceux qui meurent pour l'Empire. Elle prend soin du colon qu'elle tient dans ses bras, pendant que le tirailleur est à même le sol.
Et sur cette affiche célèbre, on voit le commandant Marchand qui enjambe le corps d'un tirailleur pour symboliser la conquête. Et le pire, c'est que c'est assumé de ouf, c'est ça qui est triste, c'est que c'est même pas en mode, ils essayent de faire genre, oui, on est tous ensemble pour la France, noir, blanc, non, c'est assumé que c'est des colons, c'est des racistes, c'est terrible. En réalité, les vies des tirailleurs sont sacrifiées, et certains d'entre eux l'ont compris, ils ne vont plus obéir aveuglément. Ah bah quand même, certains. En 1899, un événement va faire scandale. La mission Voulet-Chanoine enchaîne les massacres et pillages dans la région du Tchad. Les officiers blancs ordonnent à leurs tirailleurs d'être sans pitié. L'affaire est tellement grave qu'elle remonte jusqu'au ministère des colonies qui envoie une autre mission pour les intercepter. Mais Voulet et Chanoine ordonnent à leurs tirailleurs d'ouvrir le feu. Ils tuent leurs frères d'armes et les colons blancs envoyés par Paris. Ils sont désormais inarrêtables et rêvent de devenir les seuls maîtres du Tchad. Mais les tirailleurs vont se retourner contre Voulet et Chanoine et les assassinent. L'histoire est racontée dans le film Saraounia de Medondo que je vous recommande à 1000%. Mais la plupart du temps, les tirailleurs restent fidèles aux colons. C'est le cas lors de la mission Marchand. Le commandant Marchand veut traverser l'Afrique sur 6000 km avec plus de 90 tonnes de matériel. Il a besoin de porteurs. Avec ses 152 tirailleurs sénégalais, il va piller les villages et capturer les habitants de la région. Plus de 3000 Africains et Africaines sont forcés d'accompagner la mission dans des conditions épouvantables. Un monument parisien célèbre cette histoire. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Bref, à la fin de la mission, les tirailleurs suivent Marchand jusqu'en France. Ils paradent sur les Champs-Élysées et sont acclamés par la foule. C'est la première fois que la France découvre les fidèles soldats noirs qui ont conquis l'Empire. Et c'est comme ça qu'apparaît dans l'imaginaire collectif la figure du tirailleur souriant et serviable. Ouais, comme d'hab, hein, le noir, souriant, serviable, gentil, oncle Benz, en fait, c'est toujours ça. Moi, je pense que c'est l'une des choses, les tirailleurs sénégalais, tout ça, etc., les esclaves de maison, tout ça, qui font que dans l'inconscient des racistes, les noirs, c'est moins pire que les arabes. Parce que, dans l'inconscient des racistes, noir est égal à tirailleur sénégalais, donc gentil, petit toutou, serviable. Et en plus, il y a aussi beaucoup plus de noirs, enfin, il y a des noirs qui sont chrétiens. Il y a aussi des noirs musulmans, il y a des noirs athées, mais il y a des noirs chrétiens. Alors que du côté des arabes, eh ben, quand tu penses arabe, tu penses guerre d'Algérie, quand t'es un gros raciste de merde, donc tu penses massacre, tout ça, qu'ont fait les Algériens. On se rappelle que la France n'a fait aucun massacre, hein, c'est bien connu. Et en plus, c'est que des musulmans, tu vois. Moi, je pense que, en vrai, ça a dû jouer sur la vision que les racistes ont des noirs et des arabes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Puisque les tirailleurs sont appréciés du grand public, Charles Mangin décide d'écrire un livre intitulé « La force noire » pour convaincre le gouvernement français de recruter des tirailleurs face aux Allemands. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Les pertes sont immenses. L'état-major accepte de faire appel aux millions de soldats de l'Empire. Mais les tirailleurs ne sont pas assez nombreux et on ne peut pas les retirer des colonies car ils servent à réprimer les Africains. Il faut donc en recruter davantage. Au départ, les colons recrutent de force des hommes africains qui n'ont jamais vraiment combattu. Rien à voir avec les tirailleurs professionnels. Ces recrutements déclenchent de nombreuses révoltes. C'est un peu la même strat qu'avait fait Napoléon finalement, hein. Au lieu de prendre des gens qui veulent servir un minimum expérimenté et tout, c'est on prend. Vous voulez pas, on prend, c'est pas grave. On a des guerres à faire et on prend et allez-y. Et c'est encore pire que Napoléon parce que Napoléon, au moins, c'était des Français qui battaient pour la France. Ça reste dégueulasse de forcer des gens à faire une guerre qu'ils ont pas envie de faire, on est d'accord. Mais au moins, c'était pour l'intérêt de leur pays. Alors que là, les Noirs qui vont se battre pour les Français, c'est même pas pour leur pays à eux. Donc super, génial le cadeau. La France n'a pas les moyens de gérer et la guerre dans les tranchées et la répression des Africains. Il faut une méthode plus douce. On fait appel à Blaise Diagne, le premier député. Ouais, Blaise, c'est moi. Premier député africain. Il est né avec la citoyenneté française, contrairement aux autres Noirs qui ont le statut d'indigène. Alors il est convaincu que si les Africains s'engagent volontairement au service de la France, ils obtiendront enfin l'égalité et la citoyenneté. Ah, Blaise. Tellement naïf, ce Blaise, hein. Tu crois vraiment que les Français, ils vont faire ça? Je suis sûr que non. C'est terrible, mais je suis sûr que non. On l'envoie partout en Afrique pour répandre cette promesse. Il est la preuve vivante que la France peut nommer un Noir à un poste prestigieux. Oh, leur Grâce à Tanguy. cette campagne, des milliers d'Africains s'engagent. Une fois en France, cette nouvelle génération de tirailleurs inexpérimentés sont envoyés dans des camps d'entraînement. Ils passent environ 6 mois en hivernage où ils apprennent la guerre de tranchées et découvrent le climat européen. Après cette formation, ils sont envoyés au front sous les ordres d'officiers coloniaux qui les emmènent en première ligne. Bah oui, tant qu'à faire. En 1916, sur le front de la Somme, ils se font massacrer.
En 1917, sur le chemin des dames, on compte presque 50% de pertes parmi les tirailleurs sénégalais commandés par Mangin. Il est relevé de ses fonctions et surnommé le boucher des Noirs. Et combien de pourcentage de pertes chez les Blancs, chez les Français? Ça, je me demande, tu vois, parce que c'est énorme, hein, le nombre de pourcentages, là. Mais je suis sûr que c'est moins parmi les Blancs. Parce que, bah, hey, tu comprends, on peut tenter des opérations plus kamikazes, plus audacieuses, on va dire ça comme ça, pas du tout inhumaines, hein, audacieuses, avec les Noirs, parce que, après tout, c'est que des Noirs, hein, on peut les envoyer se faire tuer, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, oupsie, on aura essayé. En plus des morts, de nombreux soldats tombent malades et sont blessés. Ils rejoignent massivement les hôpitaux. C'est le cas de Bakary Diallo, le premier romancier africain francophone. Force, bonté. Bakary Diallo, c'est un tirailleur volontaire qui a été gravement blessé à la mâchoire. Pendant son hospitalisation, il rencontre des femmes françaises qui s'occupent des tirailleurs et qui les aident à s'intégrer. Des femmes comme Lucie Cousturier, l'auteur du livre Des Inconnus chez moi, le premier ouvrage qui raconte la vie d'Africains en France du point de vue d'une femme blanche. Il résonne avec beaucoup de problématiques actuelles sur l'accueil des migrants, c'est très intéressant. Bref, Bakary Diallo apprend le français pour devenir l'interprète personnel de Blaise Diagne. Putain, mais à chaque fois qu'il dit Blaise, j'ai l'impression qu'il parle de moi, c'est horrible. Il rentre en Afrique en 1928, où il traduit des textes pour l'administration coloniale et il écrit des poèmes qu'il ne parvient pas à publier. Pendant ce temps, en France, Lucie Cousturier apporte un manuscrit à l'éditeur Jean-Richard Bloch. Elle explique qu'il a été écrit par Bakary Diallo. Le livre s'intitule « Force, bonté ». C'est le premier livre attribué à un Africain écrit en français. Sauf que le livre dérange. Bakary Diallo, il semble très naïf, très reconnaissant envers la France des Lumières. Bah, déjà qu'il a sorti un livre, donc tu m'étonnes que c'est pas un livre à charge à l'époque, hein. On accepte, dans notre grande mansuétude, dans notre grande générosité, qu'un noir sorte un livre en France. Si c'est pour qu'on nous crache dessus, c'est hors de question. Les Blancs sont attendris par le texte, mais les Noirs de l'époque sont furieux. On soupçonne Lucie Cousturier d'être la véritable autrice du livre. Et je me demande si la naïveté du livre Force Bonté n'est pas une des raisons qui ont poussé plus tard Césaire, Senghor et les Sœurs d'Ardal à radicaliser leurs revendications. Une chose est sûre, ce livre n'est pas entré dans la mémoire antiraciste. Pour le grand public, Bakary Diallo est juste devenu le symbole du grand enfant, du tirailleur naïf qu'on retrouve plus tard sur les publicités de Banania. Horrible. Banania, horrible. Et le pire, c'est que moi, quand j'étais tout petit, je parle vraiment tout petit, moi j'aimais bien Banania. Bon, déjà, j'aimais bien le goût du chocolat chaud, tu vois. Mais je sais pas, je trouvais sa figure rigolote, marrante, tu vois. Genre, c'était un dessin animé, quoi, pour moi, dans ma tête. Mais comme je pouvais trouver la figure du singe de Choco Pops marrant, ou Frosties marrant, tu vois. Ou peu importe, ou tu peux trouver Ronald McDonald marrant. Et ça qui est terrible, c'est que ça te met dans inconsciemment le fait que, oh bah oui, la figure coloniale, c'est fun, c'est rigolo, tu vois. Parce que, bah, quand t'as 5 ans, tu comprends pas, en fait, ce que ça veut dire, la colonie, tu comprends pas ce que ça veut dire, enfin, tu comprends pas le symbole qu'il y a derrière, et c'est horrible, et quand tu le comprends, tu te sens mal, en mode, ah, j'ai aimé ça, mais je suis une merde, alors que non, faut remettre dans le contexte de l'époque, les années 90, que toi, ben, en tant qu'enfant, ben, t'as pas à savoir tout ça, surtout quand t'as 5 ans, et que, ben, t'es pas noir, donc fatalement, après, très vite, de toute façon, j'ai jamais été raciste, tu vois, hein, genre, moi, ma mère, ça a toujours été, non, le racisme, le sexisme, c'est mal, ça qu'on soit d'accord là-dessus. Mais c'est justement, c'est ça qui montre que même quand t'es dans une famille pas forcément raciste, pas forcément sexiste, etc., il y a des figures qui peuvent quand même s'imprégner dans ton imaginaire, et c'est pour ça que le dialogue, c'est pour ça que la culture, la connaissance, l'histoire ne doit pas être oubliée, ça doit être partagé, parce que sinon on en arrive à des trucs comme aujourd'hui, avec ben des saluts romains. Oh, alors moi je parle pas de ce Banania là. Hein. C'est la seule phrase que prononce le tirailleur. Une phrase en petit nègre, un langage inventé par Maurice Delafosse, un administrateur colonial qui cherchait une manière de donner des ordres facilement aux tirailleurs. D'ailleurs, son nom est toujours sur beaucoup de rues et d'écoles en Afrique, je vous laisse chercher. Bref, Banania c'est un produit 100% colonial, le cacao de Côte d'Ivoire et les bananes des Antilles, mélangés pour donner une boisson énergisante, une énergie tropicale, exotique, une énergie de noir. Le tirailleur Banania symbolise les forces noires vigoureuses, alimentées par les ressources coloniales. Un grand enfant naïf, un soldat fort, mais inoffensif pour les Français. Un cliché qui reste très actuel. Mais tous les tirailleurs ne vont pas être aussi reconnaissants que Bakary Diallo envers la France. Je dois vous présenter un des plus grands militants de la cause noire en France. Il s'appelle Lamine Senghor. Je le connais, lui, ça me dit quelque chose. Lamine Senghor, c'est un Sénégalais né en 1889 qui travaille pour l'entreprise coloniale Morel et Prom,
avant de s'engager comme tirailleur pour défendre la France et obtenir enfin l'égalité. Il fait partie des blessés de la bataille de Verdun. Il a respiré du gaz moutarde qui lui a ravagé les poumons. Il a vécu de l'intérieur le massacre des tirailleurs et cette expérience va bouleverser son regard sur le monde. Après la guerre, il rentre au Sénégal où il fait face au racisme des colons. Il comprend que son sacrifice pour la France ne vaut rien à leurs yeux. Les Français ne donneront jamais l'égalité aux Noirs. Il retourne en France à la Goutte d'Or. Ah mais ça, de toute façon, en règle générale, hein, le dominant ne donnera jamais de lui-même au dominé plus de droits. Que ce soit en termes de racisme, de sexisme, de lutte des classes, de ce que tu veux. Le dominant ne donnera jamais de lui-même plus de droits. À chaque fois qu'un dominant, et ça retenez bien, à chaque fois qu'un dominant donne plus de droits, il fera toujours comme si c'était par bonté d'âme, parce que il comprend progressisme, tout ça. Mais non, c'est parce qu'il a un intérêt à le faire. Soit c'est parce qu'il a un intérêt à le faire, un intérêt économique, un intérêt militaire, peu importe, ou c'est parce qu'il y est forcé. Forcé par des grèves, forcé parce que, l'opinion populaire change beaucoup trop et du coup, tu peux plus ne pas le faire. Le mariage LGBT, par exemple. Tu vois, faut jamais croire que les dominants sont généreux avec nous quand ils nous donnent des droits. C'est parce qu'on s'est battu pour, c'est parce que on a fait en sorte qu'il y ait suffisamment de gens qui soient d'accord avec nous pour qu'ils soient forcés à le faire. N'oubliez jamais. Où il se politise. En 1924, il rejoint le Parti communiste français et s'affilie à l'Union intercoloniale qui lui permet de rencontrer des travailleurs colonisés du monde entier. Mais très vite, il est déçu par ses camarades blancs qui font passer la lutte des classes avant le combat contre le racisme et la colonisation. Alors que c'était écrit chez Karl Marx, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. On n'a pas dit prolétaires blancs de tous les pays, unissez-vous. Les deux sont compatibles et c'est là que tu vois que c'est énervant, vas-y. On était dans les années 30 et on n'avance pas, il y a encore du PCF rousseliste à la con qui sont encore là-dessus, quoi, merde. Évoluez les gens. Il reproche à la gauche communiste d'instrumentaliser la lutte contre le colonialisme pour recruter des colonisés. Comme d'hab. En gros, il ne veut pas être un token. Il propose sa oui. démission en 1925, mais elle est refusée. Alors en 1926, en parallèle de ses activités communistes, il fonde une organisation autonome nommée le Comité de défense de la race nègre et publie le journal La Voix des Nègres. Parler directement aux ouvriers noirs peu éduqués qui travaillent dans les ports de Bordeaux ou de Marseille. BG, le mec. Son histoire est passionnante, elle est racontée dans le livre Les mouvements nègres en France, écrit par Philippe De Witt. Malheureusement, Lamine Senghor meurt de la tuberculose en 1927 à l'âge de 38 ans. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Il est l'un des pères fondateurs des mouvements noirs en France métropolitaine, mais ses successeurs n'auront pas le temps de se structurer, car quelques années plus tard, c'est la Seconde Guerre mondiale qui commence. Ah bah ça, la Seconde Guerre mondiale, ça a beaucoup fait avancer les choses. Une nouvelle génération de tirailleurs sénégalais va être recrutée pour la Seconde Guerre mondiale. Mais à leur arrivée en métropole, la France est déjà vaincue. Les nazis ont pris le contrôle du pays et les soldats français blancs sont envoyés dans des camps de travail en Allemagne. Mais pas les Noirs. Ils sont enfermés en France dans des camps extrêmement vétustes, encadrés par leurs propres officiers coloniaux qui sont passés au service des nazis. Les Noirs vont vivre dans la misère sans toucher leurs soldes et beaucoup vont mourir de tuberculose. Qu'est-ce qu'il fout là, ce gamin blanc? Non mais qu'est-ce qu'il fout là? On dirait qu'il est en mode ah, mais horrible, horrible. Au-delà de la blague là que je viens de faire, horrible tout ça. J'ai même plus les mots tellement l'humanité est dégueulasse dans son histoire. Ils ne mangent pas à leur faim et sont tenus loin des populations blanches. Mais certains vont quand même réussir à s'enfuir des camps pour rejoindre la résistance. C'est le cas d'Antoine Habibou qui va participer à des actions contre les nazis. Mais à la fin de la guerre, il n'est pas félicité. Déçu qu'il s'appelle pas Adibou, je vais pas vous mentir. Mais force à toi Antoine. Ni récompensé. Au contraire, il est à nouveau enfermé dans un camp pour tirailleurs. La France veut se débarrasser au plus vite de ces soldats noirs qui menacent de se marier avec des femmes blanches et de rester sur le territoire. Pour les faire partir, on leur promet de leur payer les 4 années de leur solde quand ils seront de retour en Afrique. On fait monter Antoine Habibou et ses camarades dans un bateau, direction Tiaroy, au Sénégal. C'est ça qui est horrible en plus, c'est vraiment on se sert de toi comme d'une vieille chaussette, mais par contre, dès qu'on a plus besoin de toi, tu dégages, et c'était pareil avec certaines immigrations, quoi, il fallait réindustrialiser la France, alors on avait besoin de main d'œuvre, donc venez, par contre, maintenant qu'on a plus besoin de main d'œuvre, allez, vous pouvez retourner en Afrique. Bah non, on est là, connard, on reste, tu vois, c'est normal. Oh là là. Colonialisme. Tiaroy, je connais pas. Quand ils arrivent à Tiaroy, les tirailleurs sont en colère. Ils sont déprimés par les 4 années passées dans les camps, ils n'ont jamais été félicités et ils n'ont pas été payés.
Ils s'étaient engagés pour défendre la France face aux nazis, ils ont été traités comme des animaux. Ils demandent leur argent, c'est la moindre des choses. Oui. Sauf qu'ils ne sont pas tous sénégalais. Alors les colons leur proposent d'attendre encore un petit peu. Ils leur promettent qu'une fois arrivés dans leur pays respectif, leurs officiers sur place leur donneront enfin l'argent. Mais Antoine Habibou n'est pas dupe. Il comprend qu'une fois rentré au Bénin, il sera isolé et ne pourra plus réclamer son argent. S'il veut être payé, c'est maintenant ou jamais. Avec les autres tirailleurs, il s'organise pour protester pacifiquement. L'histoire est racontée dans le film Thiaroye 44 d'Ousmane Sembène. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet si ça vous intéresse. Dans la nuit du 1er décembre 1944, les officiers français massacrent les tirailleurs qui réclamaient leur solde. On capture les survivants qu'on envoie au tribunal. C'est ça qui est à la fois con, horrible et inhumain, quoi. C'est pour pas payer une misère, en plus je suis sûr que c'était une misère qui devait les payer. Pour pas payer une misère, ils préfèrent tous les buter. Même d'un point de vue totalement, si on oublie le côté humain, même en oubliant le côté humain, même en oubliant le côté empathique ou le fait qu'ils leur avaient promis, même sans parler de ça, les tuer te prive d'une main d'œuvre, tu te prives de soldats déjà formés en plus, parce qu'ils sont formés, et ça prend du temps hein, et de l'argent de former des soldats. Donc tu te prives de soldats déjà formés, qui sont déjà là, et qui en plus, seraient fidèles un minimum, vu qu'ils voient que tu tiens tes promesses. S'ils voient que tu tiens tes promesses, pourquoi ils se rebelleraient contre toi? Peut-être sur le long terme, mais t'as capté l'idée. C'est complètement con. Parce qu'en plus, en les tuant, quoi d'autre aurait envie de s'investir pour la France, vu que tu vois que ça sert à rien? C'est débile. On accuse Antoine Habibou d'être un des leaders de la protestation et d'avoir participé à une mutinerie. Alors qu'il a été résistant en France, on l'accuse de travailler pour les Allemands et d'avoir été matrixé par les nazis pendant son évasion. Quand on sait que ce sont les officiers coloniaux qui ont collaboré avec les nazis pour garder les tirailleurs dans les camps pendant 4 ans, franchement c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Comme d'hab. Bref, la France a nié ce massacre pendant 80 ans et cette année, enfin, la vérité commence à apparaître grâce au travail d'historiens comme Boubacar Boris Diop et Armel Mabon qui vient de publier le livre Le massacre de Thiaroye. La mémoire de ces tirailleurs commence enfin à être honorée. Plus tard, ce sont les survivants de Thiaroye et de la Seconde Guerre mondiale qui vont complètement transformer la politique en Afrique. Ils sont revenus avec de l'assurance, ils connaissent leurs droits, ils se sont engagés pour libérer la France de la domination nazie, ils sont prêts à se battre pour libérer l'Afrique de la domination française. Bah oui, c'est ça aussi les cocos, hein. C'est ça aussi, hein, c'est que, oui, d'accord, c'est bien, hein, t'as engagé plein de gens, t'as fait un beau discours de propagande pour dire que oui, c'est dégueulasse, que l'Allemagne veut envahir la France et tout, oui, à la liberté, à la démocratie, le peuple souverain. Ouais, d'accord, sauf que du coup, les Africains, ils se disent, ouais, et pourquoi pas nous, du coup? Parce que vous faites la même chose avec nous, en fait. Donc, on peut aussi STP, ce qui est logique. Les tirailleurs qui quittent l'armée à cette époque vont être le socle des mouvements indépendantistes en Afrique. Let's go. Mais les autres reprennent leur travail de répression coloniale. Et est-ce qu'on peut en vouloir vraiment de façon globale, peut-être de façon individuelle, au cas par cas, il y a des gens on peut leur en vouloir, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir d'être restés tirailleurs? Avec la désinformation, avec l'endoctrinement, avec le fait que au moins ils avaient un salaire, un travail, etc. Et puis que la France était tellement souveraine, tellement puissante que est-ce que ça avait pas l'air vain en fait d'essayer d'avoir cette indépendance? Peut-être, hein, je connais pas assez le sujet, donc n'hésitez pas à me dire, mais peut-être qu'on peut comprendre aussi, tu vois. Parce que c'est facile de dire après coup, oui, franchement, ils auraient dû se battre et tout, mais c'est comme dire, ouais, pendant la Seconde Guerre mondiale, franchement, tout le monde aurait dû être résistant. Ouais, d'accord, c'est bien, ouais, génial. T'as vécu le truc de voir que vous êtes 1 contre 1000, que vous avez pas les mêmes armes, pas la même formation militaire, etc., etc., que ça semble être un combat perdu d'avance. Alors c'est facile de dire ça aujourd'hui, hein, maintenant que, la résolution des faits a été actée. Mais à l'époque, c'était un vrai pari, un vrai enjeu, un vrai risque. Le 29 mars 1947, les Malgaches lancent une grande insurrection pour réclamer leur indépendance. Et la réponse de la France va être terrible. On envoie plus de 30 000 soldats, dont de nombreux tirailleurs sénégalais. Sur place, tout est permis. Exécutions sommaires, tortures, déplacements forcés de population, incendie de villages, largage de prisonniers vivants depuis des avions. Il n'y a pas de consensus historique sur le nombre de morts. Les fourchettes basses parlent de 11 000, les fourchettes hautes vont jusqu'à 89 000, c'est gigantesque. En face, on compte à peine 1000 morts parmi les Français. Les tirailleurs vont avoir une lourde responsabilité dans ces massacres. Ce qui est de trop dans tous les cas, hein, que ce soit... En fait, ce qui est terrible, c'est que ce soit les 1000 morts français ou les de 10 000 à 80 000 morts africains, c'est terrible dans tous les cas. Et le pire, c'est que ce soit, peu importe l'ethnie, peu importe tout ça, c'est que c'est même pas eux qui ont décidé. Même du point de vue français, je veux dire, c'est des soldats, ils font ce qu'on leur dit de faire, tu vois. Ça qui est terrible, c'est que ce soit du point de vue des tirailleurs, que ce soit des points de vue des gens qui
qui veulent leur indépendance ou des soldats français, c'est même pas pour eux qui font... Enfin, si, pour les Africains qui veulent l'indépendance, si, mais pour les autres, c'est même pas pour eux qui font ça. C'est juste pour des gens qui voient le monde comme des pions et qui veulent une plus grosse part du gâteau et qui se mouilleront jamais. Ça qui est dégueulasse, quoi. Et certains vont ensuite être envoyés en Indochine pour réprimer les anticolonialistes vietnamiens, puis en Algérie. Mais tous ces tirailleurs ne sont pas forcément des volontaires assoiffés de sang. Il y en a qui ont juste été recrutés de force, comme des milliers de jeunes Français blancs. Et après, les racistes vont dire « Oh, regardez ces Africains sauvages qui engagent de force des gens, des enfants pour leur guerre fratricide, gna 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 gna. » On fait la même chose. On a fait la même chose. Arrêtez de faire genre. Et on continuerait à le faire si jamais, si ça continuait à marcher et si jamais les populations européennes, et en règle générale d'ailleurs, n'avaient pas évolué sur ces sujets de colonialisme, de ségrégation, de racisme, etc. On continuerait à le faire. Donc arrêtez de faire les hypocrites. Hein. Ils ne comprennent pas pourquoi on les envoie tuer, décoloniser. D'autres, en revanche, suivent les ordres et cherchent des opportunités pour évoluer. C'est le cas d'un jeune tirailleur nommé Étienne Eyadema Gnassingbé. Il va bientôt devenir le président du Togo. Ça. Mais après, c'est aussi une façon de... Et je dis pas ça pour excuser ce gars, hein, mais c'est aussi une façon d'essayer de s'en sortir dans la vie, tu vois. C'est aussi une façon d'essayer de réussir à tirer son épingle du jeu pour avoir une meilleure condition de vie dans ce monde de merde, et surtout quand t'es noir, et surtout à l'époque. Je dis pas que ça excuse, mais ça explique. Eyadema Gnassingbé est un tirailleur sénégalais d'origine togolaise. Il a participé à la répression en Indochine et en Algérie. Il devient sergent-chef et rentre au Togo en 1962, alors que son pays devient indépendant. Il veut rejoindre l'armée togolaise, mais Sylvanus Olympio, le président de l'indépendance, se méfie des anciens tirailleurs qui l'excluent de l'armée pour s'assurer que le Togo soit dégagé de l'influence française. C'est une des nombreuses raisons qui vont pousser Eyadema Gnassingbé à participer à un coup d'État. Le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio est assassiné et c'est Nicolas Grunitz qui devient président du Togo. 4 ans plus tard, le 13 janvier 1967, Eyadema Gnassingbé mène un nouveau putsch et prend lui-même le pouvoir au Togo, pouvoir qu'il garde pendant 38 ans jusqu'à sa mort en 2005. Immédiatement, son fils est désigné comme nouveau président par l'armée togolaise en violation de la Constitution. Mais ça, c'est une autre histoire. Dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais sûrement faire une vidéo sur le Togo. Alors, traître ou héros, maintenant qu'on a vu tout ça, pour vous, traître ou héros, bah, moi j'ai envie de dire, victime de la colonisation, victime de l'avarice européenne, victime des plus grands problèmes de l'humanité, en fait, comme nous tous. Bref, il est temps de terminer cette vidéo et de répondre à notre question. Les tirailleurs sont-ils des traîtres ou des héros ? De mon point de vue, l'histoire des tirailleurs ne doit pas être abordée avec un regard moralisateur. Et c'est pareil pour toute l'histoire coloniale. Et puis surtout, traître ou héros, ça dépend aussi de quel point de vue. Ça dépend aussi qui, en fait. Parce qu'ils sont pas tous pareils, les tirailleurs, tu vois. Je veux dire, entre celui qui en a profité pour devenir général et celui qui a voulu faire une résistance et l'indépendance, tu vois, c'est pas le même gars. On peut pas universaliser tout ça. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut observer les faits. Ça ne nous empêche pas d'avoir des critiques. Personnellement, j'ai beaucoup de critiques politiques à faire sur certains comportements de tirailleurs, mais je ne suis pas là pour les juger moralement. C'est pour ça que j'aime ce mec, parce que il est précis, il est pédagogue, il arrive à prendre du recul, mais tout en donnant son avis, en faisant bien comprendre que c'est un avis, mais sans s'égarer, il est trop fort. Et j'en tire des leçons politique. L'histoire des tirailleurs est complexe comme toutes les histoires coloniales. C'est pour ça que je parle d'histoire crépue. Il est difficile de savoir s'il faut glorifier ou condamner les actions des tirailleurs. Ça dépend des individus, des situations et des générations. Alors comment entretenir leur mémoire? C'est le travail que mène depuis des années Aïssata Seck. En 2022, grâce à ses efforts, le gouvernement français a autorisé les anciens tirailleurs africains percevant l'allocation minimum vieillesse à retourner dans leur pays d'origine tout en continuant à recevoir cette allocation. Cette mesure a permis à ces vétérans de passer leurs dernières années auprès de leur famille sans perdre leur soutien financier. C'est la moindre des choses, mais c'est déjà une victoire. Personnellement, je trouve que l'histoire des tirailleurs est passionnante et qu'elle regorge de figures diverses qui méritent des séries en 10 saisons avec des personnages qu'on déteste et d'autres qu'on aime. Mais ce qui me pose problème aujourd'hui... Mais en vrai, il a raison. En fait, ça qui est trop dommage, c'est que les histoires hors l'histoire blanche, elles sont pas assez mises en avant, elles sont pas assez montrées d'un point de vue fiction, en fait. Il y a pas assez de fiction dessus, que ce soit des films, des séries, etc. Et quand il y en a, c'est soit des trucs avec pas assez de
de moyens, etc., faits par des concernés, ou des trucs peut-être avec plus de moyens, mais faits par des blancs, ou alors, d'accord, le réalisateur ou le scénariste est concerné, mais les producteurs veulent édulcorer, machin, tout ça. Enfin, c'est dommage de pas avoir des grandes épopées par des personnes qui s'y connaissent, qui savent faire le truc, et ça pourrait être passionnant de ouf. Et puis, sans parler d'être passionnant, ça pourrait être utile pour que le grand public se rende compte de certaines choses. Je trouve que l'histoire des tirailleurs est passionnante et qu'elle regorge de figures diverses qui méritent des séries en 10 saisons avec des personnages qu'on déteste et d'autres qu'on aime. Mais ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est le fait que les médias donnent de l'importance aux tirailleurs seulement parce qu'ils se sont battus au service de la France. Ce qui les rend héroïques aux yeux du grand public, c'est un aspect très patriotique, une mémoire de vétérans. Alors je trouve que c'est important de reconnaître leur sacrifice, Aussi, oui. mais je crois que ça ne doit pas masquer l'histoire complexe de ces unités coloniales qui sont mortes pour la France face aux nazis, On peut faire les mais deux. aussi face aux Algériens, aux Vietnamiens, aux Malgaches, aux Africains. C'est Et aux d'ailleurs pour Français. ça que les Africains ont du mal à célébrer les tirailleurs. On ne célèbre pas si facilement les gens qui ont collaboré avec l'occupant français. Eh bah écoutez, comme d'habitude, très très bonne vidéo d'Histoire Crépue, hein. C'est concis, c'est bien fait, on comprend, vraiment masterclass comme d'hab. Et alors je connaissais pas tout hein, de l'histoire des tirailleurs, bien évidemment, je l'ai dit de toute façon. Je connaissais une partie, mais pas tout, et même là, hein, on connaît pas tout, hein, ça reste de la vulga, hein, faut jamais l'oublier. Mais passionnant, et comme je l'ai dit, moi ce que j'en pense, c'est que c'est du cas par cas en fait. Il y en a qui ont été des traîtres, il y en a c'est des héros, il y en a ils ont juste essayé de survivre dans ce monde un peu fou et injuste. Je trouve ça dommage en fait que ce soit les tirailleurs sénégalais, que ce soit les Viet Cong, que ce soit Indochine, que ce soit tellement de choses en fait qu'on le réduise au point de vue français, au point de vue blanc en fait, à notre point de vue à nous occidental, et que on n'est pas assez le point de vue des concernés et le point de vue de l'autre côté, tu vois. Qui peut être bien ou pas, on s'en fout hein, mais au moins l'avoir. Et je pense que c'est important pour l'histoire, pour pas répéter les mêmes erreurs et pour avoir un point de vue plus global sur les choses. Tout va bien.